Très bien, les amis, bon mardi à tous. Nous reprenons tout de suite la saison 2 de Becoming Brigitte. Nous avons reçu tellement d'emails, de très bons indices que vous nous avez envoyés. Et maintenant, nous avons aussi quelques réponses. Je dois aussi vous raconter un fait incroyable sur ce qui se passait à l'université de Stanford au début des années 1970. Et nous avons en fait un enregistrement audio du mystérieux prisonnier 2093 qui parle de son temps passé en cellule. Mais avant tout, nous avons terminé l'épisode d'hier avec une question. Pourquoi faire de Brigitte la première dame de France, n'est-ce pas? C'est quand même étrange. Elle s'en est sortie avec tellement de choses. Alors pourquoi la faire première dame de France? J'ai émis l'hypothèse qu'il y avait probablement un élément de théologie ici. Bienvenue à nouveau sur Candice. Si vous êtes un auditeur régulier de ce podcast, vous m'avez entendu dire de nombreuses fois que tout est théologie. Mais je ne peux pas m'attribuer le mérite de cette idée. C'est en fait quelque chose que mon mari a partagé avec moi. Au moins, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je lui ai demandé « Pourquoi as-tu décidé d'étudier la théologie à Oxford ?» Je me souviens qu'à l'époque, vers 2018 ou 2019, je me demandais, parmi toutes les matières qu'un étudiant peut choisir à l'université, pourquoi quelqu'un voudrait-il choisir la religion? Surtout une religion que tu ne pratiques pas forcément. Pourquoi veux-tu apprendre tout cela? Comme j'étais naïve, comme je me trompais. En fait, je pense qu'aujourd'hui, l'un de mes plus grands regrets académiques est d'être allé à l'université et d'y avoir perdu mon temps alors que j'aurais simplement dû étudier la religion et la théologie. Parce que dans ma vie politique, j'ai soudain réalisé que rien d'autre n'a vraiment d'importance, en réalité. Tout le reste n'est que théâtre. Si vous ne savez pas ce qui guide quelqu'un sur le plan spirituel, alors vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. C'est à l'université que mon mari a pris la décision de se convertir au catholicisme, et une décision encore plus étrange à mes yeux dans mon esprit américain de 2018, parce qu'il est presque caractéristique d'une éducation publique en Amérique d'être anti-catholique. C'est comme catholique. Le catholicisme, c'est interdit. Tout ce que tu apprends en histoire, c'est que les catholiques faisaient n'importe quoi, qu'ils faisaient tout de travers en Europe. Et heureusement, l'Amérique, tu es un jeune pays, mais tu fais les choses correctement. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi c'est ainsi. Je devrais dire maintenant, n'est-ce pas un peu curieux que Brigitte soit soi-disant une catholique dévouée? Est-ce que quelqu'un qui suit cette histoire y croit? En tant que soi-disant catholique, vous vous souviendrez Elle est d'abord entrée en fonction. Brigitte Macron voulait transformer le dôme de Notre-Dame en pénis. Je ne plaisante pas. Vous vous souvenez de ça. Regardez, voici le titre. Pour résumer rapidement, l'épouse du président français a proposé un phallus et des boules dorées pour la reconstruction de Notre-Dame. Et voici une citation de cet article parce que lorsque Brigitte est d'abord entrée en fonction, elle est censée être l'épouse de, mais j'imagine que lorsque Macron est d'abord entré en fonction, la ministre de la Culture française était une femme nommée Roselyne Bachelot. Et c'est Roselyne Bachelot qui a reçu la proposition de Brigitte. Et voici dans cet article ce que Roselyne Bachelot a résumé dans son livre. Elle a écrit, je cite, « Je ne regrette pas cette insubordination lorsque, lors d'un déjeuner avec Brigitte Macron quelques jours plus tard, elle me montre un projet surmonté d'une sorte de phallus dressé dont la base est entourée de boules dorées. » Pardon quoi? Pour être clair, ils l'ont renvoyée. Ils se sont simplement débarrassés de cette femme. Ils l'ont remplacée car tu ne veux pas mettre les boules dorées sur le dôme. Tu ne veux pas faire ça. Il faut que tu partes. Il faut que tu t'en ailles. Au revoir, Roselyne. Et Roselyne ne regrette pas, à juste titre, son insubordination parce que franchement, c'est incompréhensible. Je comprends. Je sais ce qui se passe. Quelle meilleure façon de détruire ses véritables ennemis que de l'intérieur en disant « Oui, je suis catholique. » Et oui, Macron et moi, on est tombés amoureux. Il avait 14 ans. Je comprends. Je dois vous dire autre chose sur moi, un petit fait. La première chose que j'ai jamais voulu être dans la vie, je m'en souviens très bien, c'était archéologue. En cours élémentaire, 2e année, je suis devenue un peu obsédée. On a appris l'archéologie. Je ne sais pas vraiment ce qui me motivait, à part le fait d'apprendre sur l'Égypte.
Inutile de dire que ça n'a pas marché pour moi dans la vie, mais mon intérêt pour les artefacts déterrés qui révèlent des secrets du passé, eh bien, cet intérêt n'a jamais disparu. C'est pourquoi cet artefact, il y a un artefact d'ailleurs dans cette saga Brigitte Macron, et il a complètement attiré mon attention. J'étais là, vous voyez. J'ai l'impression que je devrais prêter attention à ça pour une raison quelconque. Alors voici la véritable histoire. Voici, c'est juste un fait. À Amiens, souvenez-vous, c'est la ville où sont nés Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Un artefact y a été découvert en 1845. C'est une statuette en bronze, et elle se trouvait sur la propriété d'un militaire nommé le capitaine Bournel. Maintenant, je ne sais pas si c'est à cause d'une barrière linguistique, mais je ne parviens actuellement pas à en apprendre davantage sur ce capitaine Bournel, à part le fait que cette statue a été précisément trouvée dans le quartier d'Henryville à Amiens. Alors, si le nom d'Henryville vous dit quelque chose, c'est parce que vous vous souviendrez que c'est précisément le quartier où Emmanuel Macron a grandi avec Manette. Oui. Donc, j'étais intéressée. Et je suis désolée, je suis intéressée parce qu'ils ont décidé de nommer cette statue, qui se trouve toujours à Amiens, exposée dans un musée, le dieu d'Amiens. Enfin, désolé, mais si j'allais simplement dans mon jardin et que je déterrais quelque chose qui ressemblait à une figurine païenne, je ne l'appellerais pas le dieu de quoi que ce soit. Je dirais plutôt « Oh, on a trouvé ça, c'est intéressant », mais quelqu'un a pris la décision de l'appeler le dieu d'Amiens. J'avais besoin d'en savoir plus parce que vous pouvez toujours compter sur moi, pour ne pas me mêler de mes affaires, d'accord? Et comme je l'ai dit, ce qui m'intriguait, c'était son nom, n'est-ce pas? Aucun d'entre nous ne ferait ça. Réfléchissez-y maintenant. Peu importe ce que vous déterrez dans votre jardin, vous n'allez pas le placer chez vous et l'appeler un dieu, à moins d'être vous-même peut-être païen. Alors, regardons cette statue, d'accord? La statue elle-même a quelque chose de manquant dans ses mains, des deux côtés. En fait, vous remarquerez aussi que la statue ressemble un peu à un jeune garçon. Elle a une oreille d'animal. Je peux vous dire maintenant que ce qui est censé être dans sa main gauche, vous pouvez voir qu'il manque quelque chose à cette main gauche, c'est un serpent, d'accord? Et ce qui est censé être dans ce bras cassé, c'est qu'il est censé tenir des raisins. Voici à quoi cette statue devrait ressembler, d'accord? Sur la droite, nous le savons parce que cette statue s'appelle le dieu de Besançon, qui se trouve au sud de Paris, en France. Donc à gauche, c'est ce qu'on appelle le dieu d'Amiens. À droite, c'est le dieu de Besançon. Encore une fois, qui donne ces noms à ces statues? Je ne sais pas. Maintenant, je vais vous expliquer et je veux que vous écoutiez très attentivement tout ce qui est représenté dans cette statue unique, le soi-disant dieu d'Amiens. D'accord? Le roi Midas est représenté par l'oreille animale. Sibylle, qui était un démon et aussi l'ancienne déesse mère d'Anatolie qui se châtre elle-même, est châtrée et représentée par le serpent. Et puis Dionysos, qui porte aussi le nom d'Attis, est représenté par les grappes de raisin. C'est le mâle à l'apparence efféminée. Et enfin, l'oreille de chèvre représente Pan. Je vais raconter l'histoire de la façon dont tout cela s'assemble, comment ces personnages mythologiques sont tous liés à la même histoire. Il s'avère que la statue est liée à la croyance païenne sur la façon dont la Phrygie, qui est une région de la Turquie et de l'Anatolie actuelle, est née. Je vous montre cela sur la carte, c'est pertinent. La Turquie est toujours très pertinente. L'histoire raconte qu'il y avait un oracle qui a été consulté pour déterminer qui deviendrait le prochain roi de Phrygie. Or, consulter un oracle, en général, implique typiquement une grande prêtresse qui est possédée spirituellement par les divinités et qui est capable de transmettre des messages. Cet oracle particulier a déclaré que ce serait Gordias qui deviendrait le roi de Phrygie. Et il accomplirait cela une fois qu'il aurait conduit son char dans la Phrygie aux côtés de la grande prêtresse Agdestus, d'accord? Donc Agdestus était un hermaphrodite. Les dieux craignaient cette monstruosité, la voyaient comme un démon, et ils ont donc castré Agdestus. Et ensuite, ce qu'il en restait était une femme, je suppose. Et elle devient Sibylle. Certains éléments de cette histoire commencent à vous sembler familiers. C'est comme si, vous savez, les histoires se mélangeaient. Vous avez la Vierge grecque, la Vierge romaine, la Vierge turque, mais suivez-moi avec ceci. Je tiens à être clair, d'accord?
Pour les anciens Turcs, il n'existe pas de déesse plus vénérée que cette prêtresse. Sibylle, elle est leur magna mater, la grande mère d'Anatolie. Sibylle poursuit donc son chemin et devient mère de 2 enfants. Ne vous inquiétez pas, je vais en fait vous montrer un arbre généalogique mythologique. Sibylle poursuit donc son chemin et devient mère de 2 enfants. Le premier, elle l'a eu avec le roi Gourios, n'est-ce pas? Ils sont arrivés en ville ensemble. Cet enfant c'est Midas. Tout le monde connaît le roi Midas, n'est-ce pas? Le roi Midas, au toucher d'or. Et son autre enfant qu'elle a eu, c'est avec quelqu'un d'autre. Et il y a eu un peu de scandale autour de la naissance de cet enfant. Cet enfant, c'est Dionysos. Maintenant, vous vous souviendrez que Brigitte Macron, originaire d'Amiens, a personnellement choisi Thomas Joly pour mettre en scène ce désormais tristement célèbre spectacle olympique qui a scandalisé le monde entier. Pour une raison quelconque, Brigitte a été intimement impliquée dans la préparation de cette représentation. Lorsque le monde s'est indigné de ce qui ressemblait à une promotion de l'idéologie trans et à une parodie de la scène. Curieusement, le palais de l'Élysée a répliqué, soi-disant, en précisant au public qu'il s'agissait en réalité d'un hommage à Dionysos, le dieu grec du vin et de la fête qui est représenté dans cette figurine du dieu d'Amiens, d'accord? Brigitte est même allée jusqu'à, cela lui tenait tellement à cœur, clarifier ce point qu'elle le précise dans sa plainte contre moi. Il est écrit que cette performance portait en réalité sur un dieu grec. Owens est même allé jusqu'à affirmer que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2024, qui était un hommage à la mythologie grecque, avait été conçue pour honorer Brigitte Macron parce qu'elle est transgenre. Ah, donc tu persistes dans cette affirmation. C'est censé être en rapport avec la Grèce, en fait. Encore une fois, j'aurais dû le remarquer à ce moment-là, mais c'est un autre indice. Ils en disent, moi, beaucoup trop. Les amis de Ella, les amis de Zé, ils en disent beaucoup trop quand ils font semblant d'être outrés par quelque chose. Revenons à Dionysos, n'est-ce pas, le 2e enfant de Cybèle? Dans la mythologie grecque, l'histoire raconte que Zeus est tombé sous le charme de cette prêtresse, Cybèle. Zeus, si vous le savez, il trompait tout le temps Héra, sa femme, et l'une de ses personnes. C'est Cybèle, il est séduit par cette prêtresse et commence à la voir en secret. Et au final, Cybèle tombe enceinte de son enfant. Héra, la femme de Zeus, se dit genre « Oh, c'est fou !» et elle est prise d'une crise de rage et elle décide de se déguiser en nourrice. Elle va alors s'attirer les faveurs de Cybèle enceinte et la manipuler en semant le doute dans son esprit. Du genre « Es-tu sûr que ton amant est bien Zeus ?» Genre « Dieu Zeus ?» Et Cybèle répond « Oui, j'en suis sûre. » Elle lui demande « Comment peux-tu en être sûr? L'as-tu déjà vu? S'est-il déjà présenté à toi dans toute sa forme divine et céleste? Je pense que tu devrais vraiment vérifier si c'est bien lui ou non. En fait, c'est bien Zeus et ça marche. La raison pour laquelle Héra veut que Cybèle demande à Zeus d'apparaître devant elle dans toute sa gloire divine, c'est que, mythologiquement parlant, si un dieu se montrait dans toute sa divinité devant un humain ou une prêtresse, cela tuerait automatiquement cette personne. La vision est tout simplement trop divine. Et comme je l'ai dit, le piège d'Héra fonctionne Cybèle. Dis alors, Zeus, si tu es vraiment Zeus, apparaît devant moi. Et aussitôt, Zeus dit, non, ne me demande pas de faire ça, ne me demande pas de faire ça. Il le fait. Sibylle est alors frappée par un éclair et Sibylle meurt et descend dans les enfers. L'impact de cette foudre force son fils Dionysos à naître prématurément. Zeus sauve alors ce Dionysos prématuré en le cousant dans sa cuisse. Quand viendra le moment pour Dionysos de renaître, comme s'il était né 2 fois, Zeus sait qu'il doit cacher cet enfant car Héra va paniquer. Comme quoi, vous gardez l'enfant? Cela n'arrivera pas. Il demande alors au dieu messager Hermès d'emmener Dionysos dans la forêt où il sera élevé par un demi-bouc nommé Pan. Nous y voilà, Pan dans la forêt. Pour être clair, Pan, ce demi-bouc, devient le parent adoptif de Dionysos. Je vais vous montrer l'arbre généalogique parce que c'est très important, d'accord? Donc là-haut, vous avez Sibylle, n'est-ce pas? Le démon d'Anatolie. Elle a un enfant avec Zeus. Elle est maintenant dans le monde souterrain, n'est-ce pas? Vous avez Dionysos. De l'autre côté, Sibylle et le roi Gordias vont avoir Midas, d'accord? Ce qui est intéressant avec Pan, ce demi-bouc, c'est que certaines personnes l'interprètent comme Satan. C'est un peu un ivrogne,
Il est toujours ivre dans la forêt parce que lorsqu'il est en état d'ivresse, il est capable de faire des prophéties. Donc Pan est le dieu des bergers, des troupeaux et des réjouissances alcoolisées. Pan fait ce qu'on lui demande, il élève, il prend soin de Dionysos, et Dionysos devient alors ce très beau jeune garçon, décrit comme efféminé, qui adore manifestement Pan. Peine avec les cornes. Un soir, Pan boit un peu trop, n'est-ce pas? Et il est trouvé dans un état d'ivresse par les hommes de l'actuel roi Midas. Ils trouvent ce genre une demi-chèvre. Ils le ramènent au palais de Midas. Et bien sûr, le roi Midas reconnaît Pan parce que son père est un Gordius. Et il décide de veiller à ce que Pan soit en sécurité et à l'aise dans son palais. À présent, Dionysos est paniqué car elle ne trouve pas son père adoptif. Et lui, il est paniqué car il ne trouve pas son père adoptif. Et puis il est complètement soulagé lorsqu'il découvre qu'il est avec le roi Midas, qui est en fait son demi-frère, non? Cybèle est à la fois la mère du roi Midas et aussi la mère de Dionysos, ce joli garçon. Dionysos, qui est à moitié Dieu parce que Zeus est son vrai père, est tellement heureux qu'il dit « Je ferai tout ce que tu veux, Midas. Je t'offrirai tout ce que tu veux en récompense, un cadeau pour avoir pris soin de mon père adoptif, Pan. Ton souhait est un ordre, et le roi Midas est avide. » Il est très avide. Il dit « Oh, j'aimerais avoir le toucher de Midas. Tout ce que je touche, j'aimerais que cela se transforme en or. » Et le toucher de Midas lui est accordé. Mais bien sûr, ce don s'est avéré être une sorte de malédiction. Le roi Midas finit par transformer accidentellement sa fille en or en essayant de la consoler. Et là, il se rend compte qu'il n'aurait peut-être pas dû demander cela. Alors, il retourne voir son demi-frère et commence à le supplier. Et il lui dit « Écoute, frérot, j'ai vraiment besoin que tu me débarrasses de ce truc. Je sais que j'aimais tellement l'or, mais je n'ai pas vraiment réfléchi à ma demande. S'il te plaît, laisse-moi juste m'en débarrasser. » Dionysos finit par accepter et il dit à Midas d'aller se laver les mains dans la rivière Pactole. Et l'or sera alors transféré là-bas à la place. Petite parenthèse sur la vie antique. Au cas où tu ne le saurais pas, le Pactole, cette rivière, c'est ironiquement là qu'une quantité absurde d'or et d'argent a été trouvée sous cette rivière. En fait, cette rivière est devenue la source, et c'est important, des toutes premières pièces d'or utilisées dans le monde antique. La banque commence ici, les amis. La banque, je n'invente rien. Je vous le promets, vérifiez par vous-même. Ça commence ici, en Turquie. Maintenant, revenons à notre famille. Dionysos, comme je l'ai dit, est maintenant un jeune adulte à moitié Dieu. Il veut retrouver sa mère. Il veut vraiment que Sémélé revienne. Sémélé est aux enfers, alors il se dit « Je vais entreprendre ce voyage et faire tout ce qu'il faut. Aller dans le monde souterrain, je vais la ramener. » Et ce voyage n'est évidemment pas sans obstacle. Il doit pénétrer dans le royaume des morts, faire de nombreux sacrifices pour ramener sa mère. C'est, encore une fois, pourquoi Dionysos et Sémélé sont associés à cette idée de renaissance. De retour des enfers, Dionysos devient le compagnon de sa mère Sémélé. Et là, ça devient un peu compliqué. L'histoire raconte que sa mère, Sémélé, tombe amoureuse de lui. Et ses parents adoptifs, ou plutôt les nymphes de la forêt qui l'ont élevé, n'ont pas vraiment apprécié cela. C'est comme « Wow, maman, c'est encore un jeune garçon, adulte, mais jeune. Qu'est-ce qu'on fait là? Tomber amoureux, c'est bizarre. » Donc, ils trouvent ça étrange, cette vieille mère castrée un peu glauque qui drague son beau-fils, et ils avaient d'autres projets pour lui. Ils l'emmènent. Ils veulent qu'il épouse quelqu'un d'autre. Mais l'amour que cette prêtresse, la grande prêtresse Cybèle, ressentait pour ce garçon, son fils, était trop fort. Mec, ça commence vraiment à me sembler familier. C'est vraiment l'histoire la plus amiénoise qui soit. Pour faire court, Dionysos et Attis vivent heureux pour toujours. Dionysos et Cybèle vivent heureux pour toujours. Après qu'elle l'ait rendu fou et qu'il se soit lui aussi castré. Il y a beaucoup de castration dans cette histoire. Vous devez savoir qu'à partir de là, cela ne devrait pas du tout vous choquer. Des cultes se sont formés. Des cultes se sont formés. Ces cultes sont connus sous le nom de culte de Cybèle ou culte de Dionysos. Et Attis, il faut que vous fassiez des recherches là-dessus. Les personnes qui suivent ce culte sont appelées les Galli. Et pour devenir grande prêtresse dans le culte de Dionysos, il faut se castrer.
Ce n'est pas moi qui le dis. Je n'invente rien. Je me suis simplement renseigné sur cette statue. La voici. Vous pouvez le lire sur le site English Heritage. On vous y parle des Galli qui brisaient les normes de genre romaines, un petit morceau d'histoire LGBTQ+, j'en suis sûre. Les Galli étaient des prêtres dans le culte de la déesse Cybèle. Ils étaient peut-être voués spécifiquement à son compagnon, Attis, c'est-à-dire Dionysos, qui s'était castré lui-même dans un accès de frénésie divine. Lors de l'initiation au culte, les Galli se castraient également, puis ils ne s'habillaient plus qu'en vêtements féminins. Ils occupaient donc une place ambiguë dans les conceptions romaines du genre, à laquelle de nombreuses personnes transgenres et non-binaires modernes se sont identifiées. J'en suis sûre, se castrer, puis ne porter que des vêtements féminins. Je ne plaisante pas. Apparemment, c'est le dieu Damien. Pour s'initier à ce culte, le principe est qu'il doit y avoir une nuit de débauche, une nuit, bien sûr, où l'on essaie d'invoquer Pan, une nuit où les gens portent des cornes, font des offrandes à Pan et pratiquent ce qu'on appelle des rituels orgiaques, en gros de la magie sexuelle. Des limites sont franchies. Vous pouvez vérifier par vous-même. J'ai suivi la trace de cela à travers les siècles et je me rends compte que ce culte n'est jamais vraiment passé de mode. Des limites sont franchies. Il y a de la pédophilie, de l'inceste. Tout cela est encouragé lors de ces nuits de débauche. Et vous devez aussi savoir que le théâtre est un élément de ce culte. Dionysos est le dieu grec du théâtre. C'est en fait de là que vient le théâtre occidental. Alors, quand on regarde à travers le monde et qu'on voit toutes ces personnes en position de pouvoir et qu'on apprend que Justin Trudeau était professeur de théâtre, Zelensky était acteur, Emmanuel Macron était acteur en train d'être formé par Brigitte, cela vous amène bien sûr à vous poser la question raisonnable. Ce culte a-t-il vraiment survécu à travers les âges? Et c'est le cas. Je vous l'ai dit, j'ai retracé cela. Le culte présente ses caractéristiques à chaque époque. Il y a Pan, il y a un jeune garçon, vous savez, le culte du bouc, il y a toujours un jeune garçon qui l'élève. Et puis il y a toujours le Midas dans chaque histoire. Je n'ai donc pas vraiment été surpris d'apprendre qu'une statue rendant hommage à Pan avait également été trouvée dans la villa de la famille Médicis. Les Médicis auraient été les Midas de leur époque à Florence en 1787. Regardez cette statue. Une grande partie de ce que nous devons aborder concerne la théologie. C'est évidemment le demi-bouc et cette statue avait beaucoup de signification pour la famille Médicis. Ils l'ont d'ailleurs transférée dans leur villa à Florence. Et c'est, oui, Pan. Instruisant l'un de ces nombreux aéroménos, qui sont en fait de jeunes garçons, essentiellement. Je ne sais pas, les gars. Tout ce que je dis, c'est que c'est intéressant qu'on parle de toute cette histoire de devenir Brigitte et que Brigitte décide d'organiser ce festival dionysiaque pour les Jeux olympiques où les gens se travestissent et puis on découvre que c'est le soi-disant dieu de sa ville natale et de celle d'Emmanuel. C'est juste bizarre, d'accord? C'était aussi étrange qu'au mariage de Brigitte et Emmanuel, ils aient choisi ce sujet de gâteau très bizarre avec des cornes. Dans le livre de Xavier Poussard, Devenir Brigitte, il écrit ceci, je cite, à propos de ce mariage étrange, et je pense, est-ce que tu as ce passage sous les yeux? Tout y est étrange, de la robe sans manches et particulièrement courte portée par Brigitte au nœud de cravate rose d'Emmanuel Macron, sans oublier le sujet de gâteau, évoquant peut-être les cornes de Baphomet. Étrangement, il poursuit, ce mariage n'est pas apparu dans l'hebdomadaire local Lays Echo du quai du 20 octobre 2007. Le seul événement mentionné à la mairie est un baptême, fin de citation. Donc oui, c'est un mariage étrange et ils n'ont pas pu trouver que ce mariage avait été rapporté dans la presse locale et aucune explication pour ce sujet de gâteau. Sur une autre note de mode, en 1972, la famille Rothschild a organisé cette fête tristement célèbre, un bal surréaliste où les invités devaient y porter des costumes. Et il était organisé par la baronne Hélène de Rothschild. Et je dois dire, je ne porterai pas ça. Genre, je ne porterai pas ce qu'elle porte là. Ça fait vraiment se poser des questions, mais tu n'as pas le droit de te poser des questions, au fait. Les gens, même si vous demandez à une IA, elle dit que toute question sur ce qu'elle porte le soir est profondément antisémite. Je vous mentionne tout cela parce qu'en rassemblant les pièces de l'affaire Epstein, en parlant de Sigmund Freud et en abordant Emmanuel Macron, on commence à voir ces thèmes émerger
La théologie est vraiment pertinente. Il est peut-être temps pour nous tous de reprendre une vieille Bible, pas une nouvelle, qui change déjà les choses. Il est assez clair dans la Bible que les Ashkénazes sont les Turcs et qu'ils ne sont pas sémites. Ils ne peuvent pas être sémites car ils descendent de Japheth et de Gomère. Vous devez apprendre qui est Gog de Magog, la guerre prophétisée contre le peuple de Dieu, et comprendre cela pour y parvenir. Cet élément de théâtre que nous voyons, théâtre et infiltration, il est si important ou très important pour le culte dionysiaque. Alors, renseignez-vous davantage sur Dionysos, et je pense que cela vous apportera beaucoup plus de clarté sur ce à quoi nous sommes confrontés. Et non, vous n'êtes pas fous, d'accord? En fait, je dirais que les personnes qui dirigent le monde ont perdu la raison, vraiment et totalement perdu la raison. Je vais vous montrer davantage de choses que nous avons découvertes à propos du prisonnier 2093 et vous permettre d'écouter quelques extraits audio à ce sujet. D'abord, je veux vous parler du Riverbend Ranch parce que j'en ai beaucoup parlé récemment. J'adore leur steak. Le bœuf Black Angus est célèbre pour sa saveur fantastique. Riverbend Ranch a porté le bœuf Black Angus à un tout autre niveau. Depuis 35 ans, Riverbend Ranch crée un troupeau d'Angus d'élite grâce à l'utilisation des ultrasons. Afin de sélectionner des bovins génétiquement supérieurs, en mettant l'accent sur la saveur et la tendreté, Riverbend Ranch fournit chaque année environ 850 taureaux Angus noirs d'élite possédant ces gènes spéciaux à plus de 260 éleveurs de l'ouest des États-Unis. Ranch. Ces ranchs partenaires reçoivent une prime substantielle de Riverbend Ranch pour l'élevage de ces veaux sans utilisation d'hormones de croissance ni d'antibiotiques. Et chaque automne, les veaux porteurs de ces gènes d'élite retournent au Riverbend Ranch pour passer l'été suivant dans de luxuriants pâturages de montagne. Lorsque vous achetez chez Riverbend Ranch, vous soutenez non seulement les 64 cowboys et leurs familles qui travaillent au ranch, mais aussi plus de 260 autres ranchs américains et les centaines de familles américaines qui travaillent dans ces ranchs. C'est né aux États-Unis, élevé aux États-Unis et transformé ici même aux États-Unis. La viande est affinée à la perfection pendant 21 jours et elle est expédiée directement de leur ranch jusqu'à chez vous. Ce n'est pas votre bœuf Angus noir ordinaire. Je vous l'ai dit, il est bien plus savoureux. Vous allez vraiment l'apprécier. Il est tendre. C'est vraiment le meilleur bœuf Angus que j'ai goûté. En ce moment, allez sur riverbendranch.com et utilisez le code promo Candace à la caisse pour obtenir 20 $ de réduction sur votre première commande. Vous serez très impressionné. Rendez-vous sur riverbendranch.com et utilisez le code promo Candace. Je vais aussi vous rappeler American Financing, car le coût de la vie est toujours hors de contrôle. Beaucoup d'entre nous comptent sur les cartes de crédit pour couvrir les besoins essentiels. C'est juste la dette qui s'accumule. Et si vous ressentez cela, vous n'êtes pas seul. Les Américains doivent collectivement plus d'1 trillion de dollars en dette de cartes de crédit. Vous avez peut-être pensé à contacter mes amis chez American Financing, mais hésitez parce que vous ne vouliez pas perdre ce taux hypothécaire bas dont vous bénéficiez. Bonne nouvelle, ils ont créé le Smart Equity Loan, une solution faite pour vous aider à reprendre le contrôle de vos finances sans changer votre prêt hypothécaire actuel. Contrairement à une marge de crédit hypothécaire HELOC à taux variable, le Smart Equity Loan offre un taux fixe. Cela signifie un paiement mensuel prévisible, ce qui vous permet d'avoir l'esprit tranquille. Ce prêt vous permet d'utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser des dettes à taux élevé et libérer votre trésorerie, tout en gardant votre taux hypothécaire bas. Il ne faut que 10 minutes pour commencer. Pas de frais cachés. Appelez American Financing pour économiser maintenant. Le numéro est 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. D'accord. Commençons par quelques mises à jour ici. Tout d'abord, merci à tous ceux qui nous ont écrit au sujet de Furas. Nous vous avons dit F-U-R-A-S. Warren Furas, c'est ce qui était indiqué dans les archives numériques de Stanford, auxquelles nous avons eu accès, comme étant la personne qui a rencontré lors du Visitor's Day notre sosie de Jean-Michel Trognot. Eh bien, vous nous avez appris que Furas est en réalité un terme militaire. C'est une abréviation de la marine. Cela signifie Further Assignments, affectation ultérieure. Donc, cette entrée numérique pour les noms des personnes qui ont rendu visite aux prisonniers lors du jour des visites, cela signifie qu'exceptionnellement, pour notre sosie de JMT, le prisonnier 2093, il a à la place cette mention qui indique Warren en affectation ultérieure.
C'est exact. Nous avons vérifié pour nous. C'est en particulier un terme abrégé de la marine. Cela signifie affectation ultérieure, ce qui veut dire qu'il s'agit d'une personne en transition. Et cette abréviation est utilisée lorsqu'un marin est transféré à un nouveau commandement, mais que ses fonctions spécifiques n'ont pas encore été définies. Alors maintenant, la grande question est, qu'est-ce que Warren? On affairit son affectation ultérieure, mais que signifie Warren? Est-ce un lieu? Est-ce une personne? Envoyez-moi vos idées. Vous êtes bien plus intelligent que moi. J'ai littéralement l'impression de recevoir une formation accélérée sur tout ce qui touche au domaine militaire en ce moment. Et je pars vraiment de zéro, surtout en ce qui concerne la marine. Donc, on va voir ce que vous allez trouver. Quelque chose que je voulais vous mentionner hier, mais on commençait à manquer de temps, c'est le campus de l'université de Stanford. En plus de tout ce qui se passait, en 1967, ils sont devenus l'un des seuls endroits, il n'y en avait qu'une dizaine dans tout le pays, à commencer les opérations de changement de sexe, les chirurgies transgenres. Je ne plaisante pas, les gars. Je vais vous montrer parce que vous n'allez pas me croire. Ça donne souvent l'impression que j'invente tout ça, mais ce n'est pas le cas. C'est paru dans le journal de Stanford et ça existe dans leurs archives de l'époque. Cet article en particulier date de 1973, donc en fait 2 ans après l'expérience de la prison de Stanford. Chirurgie de changement de sexe organisée dans le cadre d'un projet du centre médical. On nous dit que les patients apprennent à se coiffer, à s'asseoir et à marcher comme des membres du sexe opposé dans le cadre d'un programme de changement de sexe du centre médical de l'université Stanford. Citation, « La réhabilitation est l'objectif principal du programme », déclare la coordinatrice du programme, Pat Gandy. La chirurgie peut ou non faire partie du processus de réhabilitation d'un individu. Cependant, si nous allons pratiquer cette chirurgie, nous voulons que la personne puisse s'adapter aux normes sociales, qu'elle puisse s'intégrer dans la société en tant qu'homme ou femme normale. L'article poursuit en disant que, depuis que Stanford a commencé à pratiquer des opérations de changement de sexe en 1967, environ 500 candidats se sont présentés à l'hôpital. Mais seulement 10% ont réellement subi l'opération, a déclaré Gandy. Et cela continue sous ce nouveau sous-titre, « Seul programme ». Stanford propose le seul programme de ce type sur la côte ouest et fait partie d'une dizaine de programmes similaires à l'échelle nationale, a-t-il ajouté. Les candidats potentiels subissent des examens physiques et psychologiques approfondis et sont évalués par une équipe composée de médecins, de psychiatres, de psychologues et d'anciens patients, a déclaré Gandy. Il a précisé que les évaluateurs recherchent la motivation et une ressemblance physique avec le sexe opposé. Ils doivent être physiquement capables de subir l'opération et ne doivent présenter aucun antécédent de psychose. Ensuite, il nous dit que pour les 10% qui subissent l'opération, celle-ci n'est pratiquée qu'au bout d'au moins 12 mois, lorsque nous nous sentons à l'aise et que le patient se sent à l'aise avec la décision, a déclaré Gandy lors d'un entretien. Les personnes qui ne seraient pas candidates peuvent apprécier le rôle du sexe opposé, mais ne désirent pas forcément le changement chirurgical. Je veux dire, c'est assez incroyable. Le seul endroit sur toute la côte ouest, si vous vouliez le faire, c'est l'université Stanford. Au moment précis où notre sosie de Jean-Michel Troigneau, le prisonnier 2093, que nous ne pouvons pas identifier, nous cherchons désespérément à l'identifier, peut-être bien. Peut-être que vous regardez ça et que vous vous dites, c'est moi. Je suis Thomas Williams. C'était moi depuis le début. Je ressemble trait pour trait à JMT. C'est fou que je ne sois pas lui. Crois-moi, mon pote. Veuillez me contacter. Envoyez-nous vos conseils par courriel à candysowens.com. Au fait, c'est quelque chose d'être les premiers à se lancer dans les opérations de changement de sexe et les chirurgies transgenres. C'est quelque chose dont Stanford se vante encore aujourd'hui. Vous pouvez consulter ce titre. Dans le cadre de la sensibilisation LGBTQ, une nouvelle collection historique sur les soins d'affirmation de genre à Stanford, ils disent « C'est nous qui l'avons fait en premier ». Incroyable. Absolument incroyable. Pour célébrer le mois des fiertés, ils disent « Nous mettons en avant tout ce que nous avons fait pour être les premiers à prendre soin des personnes trans. » On est obligé de se demander, alors que nous voyons tous le monde devenir fou de la transidentité, est-ce qu'on est en train d'être endoctrinés, les amis, dans la théologie de quelqu'un d'autre? Sommes-nous en train d'être endoctrinés dans la foi de quelqu'un d'autre?
Nous avons parlé de cela, de cette combinaison du masculin et du féminin. Plus on en apprend sur Cybèle, plus on en apprend sur Attis et ou Dionysos. Ils essaient de faire croire que ces personnes n'étaient pas les mêmes. Absolument, ce sont les mêmes. On commence vraiment à comprendre ce qui se passe dans ce monde. Donc, merci pour l'info, Amian. Nous avons aussi reçu des tonnes d'emails concernant Georges Pompidou. Nous vous avions dit que c'était le premier ministre qui est devenu président de la France après que cette révolution de couleur a été organisée pour renverser Charles de Gaulle, qui était bien plus du genre « Non, nous n'allons pas faire ça. Nous n'allons pas nous éloigner de l'or. » Ce n'est pas une bonne idée pour nous. Il suffit de rejoindre le système mondial de monnaie fiduciaire. Eh bien, c'est l'un des nombreux commentaires que nous avons reçus. Je lis celui-ci en particulier depuis YouTube. Cette personne écrit « Candace, nota bene important ici. Georges Pompidou était le directeur général de la banque Rothschild à Paris avant de devenir Premier ministre puis président de la France. Travaillant sous la direction de Guy de Rothschild, Pompidou a rejoint la banque en 1955 et a rapidement accédé à un poste de direction, y travaillant jusqu'en 1962. Merci pour votre travail. Il a raison, j'ai vérifié ce fait. Il est vrai que Georges Pompidou, c'est une histoire très similaire à celle d'Emmanuel Macron. Je veux dire, c'est presque la même chose. Comme si une main s'était posée sur lui, une sorte de touche de Midas, il est propulsé dans les rangs et devient président après qu'ils aient dû se débarrasser de Gaulle. Et oui, ensuite, la France est venue récupérer son or dans ce mystérieux. Une flotte navale, apparemment l'armée de l'air était impliquée. Nous ne savons pas. Nous ne savons vraiment pas comment cela s'est passé, quel itinéraire l'or a pris. Enfin, beaucoup de personnes francophones, je devrais dire, partout dans le monde, des Canadiens francophones et des Français de France, nous ont écrit pour expliquer la manière inhabituelle, excessivement verbeuse et philosophique, inutilement philosophique, dont parle le prisonnier 2093. Dans la transcription de son entretien de sortie, lorsqu'il parle de son identité, du soi. C'était très déroutant. Et j'ai dit, ça, ce n'est pas américain. On ne parle pas comme ça. D'accord? On peut apprendre la langue, mais il y a quelque chose qui va au-delà de la langue, à savoir, est-ce que c'est normal? Et la réponse est non. Ce discours était incroyablement inhabituel. C'était incroyablement déroutant. Eh bien, devinez quoi? L'enregistrement audio de cela existe en fait. Il n'y a pas d'image, mais il y a un enregistrement audio. C'était disponible sur le site web de Stanford. Je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté. Encore une fois, pendant que nous écoutons cet enregistrement, je veux que vous prêtiez une attention particulière à la difficulté que cette personne a avec les R. Pour moi, il est très clair que ce n'est pas un locuteur natif de l'anglais. Je dirais presque sans équivoque que ce n'est pas un locuteur natif de l'anglais. Et heureusement, comme il parle de son rôle, nous allons continuer à l'entendre essayer de les prononcer. Les R. Écoutez bien. Je suppose qu'on pourrait dire que je jouais mon meilleur rôle parce que je crois que la vie dépend vraiment du rôle que l'on joue et que cela influence la façon dont on agit. Et dans presque toutes les situations que j'ai vécues, je peux les décrire en termes de rôle que je joue. Et le fait d'être en prison, de devoir suivre toutes ces règles, a été l'une des premières occasions que j'ai eues de jouer le rôle de base, ou du moins, d'après ce que je peux comprendre, le rôle de base sur lequel reposent les autres rôles. Et je ne peux vraiment me décrire qu'en termes de rôle. Je crois que le plus important, ce sont véritablement les résultats et non simplement les tentatives. Je ne suis pas sûre de ce que vous voulez dire. Je veux dire que je serais prêt à accepter presque n'importe quel rôle et non pas un rôle dérivé du rôle de base pour accomplir ce que le rôle de base voudrait accomplir, mais qu'il ne pourrait pas accomplir seul en jouant la comédie. D'accord. Non, elle ne voit pas, par exemple, elle ne distingue rien. Prisonnier cette semaine, imaginez que vous soyez le gardien sélectionné au hasard. À votre avis, seriez-vous capable d'incarner un garde? Je crois sincèrement que dans une autre vie, j'aurais aussi pu être un bon garde. Je pense que j'aurais pu évoluer dans ce rôle au point d'en être satisfait. Selon les critères d'autrui, je ne sais pas. Je vois que quelqu'un dans la conversation a dit la même chose que cette personne prononce le mot « opportunité ».
Oui, j'ai eu l'impression de perdre un peu le contrôle. Le jeu d'acteur est presque là, mais il n'y est pas encore. Trouvez-moi prisonnier 2093. Aussi. Un grand merci à la personne qui a organisé tout ça pour nous. Je ne suis pas douée en technologie. Et cette personne, je suppose sur l'application Face, c'est bien l'application Face Skylar. L'application Face, je crois, enfin j'imagine qu'ils utilisent notre l'application Face, mais je suppose qu'il y a un paramètre qui permet de transformer n'importe qui. Je crois me souvenir que c'était devenu assez populaire. Les gens postaient sur Facebook et les réseaux sociaux. Me voici en homme. Ils s'amusaient simplement à changer leur visage d'homme à femme. Donc cette personne s'amusait et a mis une photo de Jean-Michel Truongno, puis l'a transformé en femme. Et regardez ça. C'est encore une fois grâce à l'application Face. Ce n'est pas vraiment réel, c'est évidemment retouché, mais regardez ça. Cette personne transforme ce premier rendez-vous, c'est juste Jean-Michel et... Ensuite, montre-moi la suivante, Skylar, depuis l'application Space. Incroyable. C'est incroyable. En utilisant cette application, on va juste féminiser ça. Voilà ce que fait l'IA si tu prends la photo de Jean-Michel. Je ne pourrai jamais oublier ça. Je ne pourrai vraiment jamais oublier ça. C'est incroyable. Au fait, j'ai reçu un mail complètement fou. Quelqu'un pense avoir trouvé Jean-Michel dans un annuaire scolaire aux États-Unis. Mais je te promets que ce mail est arrivé 2 minutes avant qu'on soit en direct. J'étais là, j'allais tout arrêter pour la journée et dire « il faut qu'on confirme ça ». C'est fini. Mais on n'a pas eu le temps de vérifier si c'est vrai. Si c'est le cas, c'est dingue. Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant. Laissez-moi d'abord vous parler de Cozy Earth avant de passer à certains de vos commentaires. Vous travaillez déjà dur, vous vous battez pour votre famille, vos valeurs, votre avenir. Après le travail, de 17h à 21h, une seule priorité, le confort. C'est pour ça que j'adore Cozy Earth. Cozy Earth veut rendre vos soirées et chaque moment à la maison les plus confortables de la journée. Il propose des pyjamas et des vêtements d'intérieur fabriqués à partir de bambou viscose de qualité supérieure, issus de sources responsables. Ils sont doux, respirants et régulant de la température. C'est pourquoi je ne peux pas passer une nuit sans les utiliser. Cozy Earth propose bien plus que des vêtements. Ils ont perfectionné leur couverture, Bubble Cuddle. Cette couverture combine confort et style grâce à son design à bulles texturées distinctif. Elle est tissée avec des fibres ultra douces. Cozy Earth garantit la qualité de ses produits. Leur couverture inclut une période d'essai de 100 nuits et une garantie de 10 ans. Et leurs vêtements sont couverts par une garantie à vie. C'est plutôt impressionnant. Ils sont sérieux quand ils disent que c'est fait pour durer. Rendez-vous sur cozyearth.com et utilisez le code Candice à la caisse pour obtenir jusqu'à 40% de réduction sur votre nouveau pyjama ou votre couverture préférée. Si vous recevez une enquête après achat, indiquez que vous avez entendu parler de Cozy Earth ici. C'est cozyearth.com. Utilisez le code Candice et améliorez vos moments de détente avec Cozy Earth. Je voulais aussi vous parler de Nimi Skincare. Vous savez que je les adore. En 2020, il y avait tellement de marques qui prenaient des positions politiques qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs. J'ai commencé à me demander pourquoi je continuais à les soutenir. Alors j'ai examiné les produits que j'introduisais chez moi, en particulier les soins de la peau, et c'est là que j'ai découvert Nimi. Nimi Skincare partage mes valeurs. Leurs produits sont fantastiques. Nimi appartient à des conservateurs et est fabriqué en Amérique. Il respecte des normes de pureté pour que vous profitiez de soins de la peau sans compromis. Une de mes routines préférées avec Nimi est le Clean Transformation Trio. On commence avec leur Pure Punch Protein Cleanser pour enlever maquillage, crème solaire et impuretés sans agresser la peau, tout en la nourrissant grâce aux protéines et extraits botaniques. Utilisez leur Crystal Clear Toner à l'acide glycolique et hyaluronique pour lisser la peau, les pores et offrir une hydratation profonde. Terminez avec la crème hydratante antioxydante anti-âge qui agit comme un bouclier quotidien grâce à ses antioxydants aidant à lutter contre ridules, rides et stress environnemental pour une peau plus ferme et lumineuse. Rendez-vous sur nemiskincare.com. Utilisez le code CandiceDix. Vous avez 10% de réduction sur votre commande. Avec Nemi, vous soutenez foi, famille, liberté et profitez de soins de la peau efficaces anti-âge. Encore une fois, c'est nemiskincare.com. Utilisez le code CandiceDix. Lors du paiement. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les chances? Je dis juste qu'il a appelé le dieu Damien. Quelqu'un a lu un manuel scolaire. Quelqu'un qui parle français,
Dites-moi qui lui a donné ce nom. C'est juste un nom drôle. Et puis, qui est le capitaine Bornel? J'ai besoin de tout savoir. Je suis tellement curieuse. Je veux savoir ce qu'ils déterrent dans leur jardin à Henryville. Il faut que je sache. Je dois absolument connaître toutes ces choses tout de suite. Donc, ça m'intéresse. Je m'intéresse à tous les aspects de cette histoire. Ça va te coûter cher, Brzy. Écoute, je n'ai pas l'argent que tu as derrière toi, mais je suis intéressée et je suis déterminée à tout révéler parce qu'il y a, comme je l'ai dit, une véritable obscurité spirituelle ici. Mais je crois que c'est en train d'être révélé, non? Je crois que ça a enveloppé la Terre et que c'est dévoilé. Lexi écrit « S'il te plaît, continue la série sur Epstein. C'était intéressant. J'adore ton travail. T'inquiète pas, aucune terminée. Ces séries sont en cours. Elles sont toutes en cours parce que tant que nous n'aurons pas éveillé le monde entier au mal, il faut continuer. » Le modérateur Marzi écrit « Donc ce culte de Dionysos prouve littéralement que tout est en fait faux et gai. » Oui, l'aspect théâtral de tout ça est incroyable. Tu sais, réaliser qu'on pourrait en gros être militaire dans la performance. Pense à ça, des acteurs de niveau militaire. Et j'étais suspicieux à ce sujet. Je pensais que j'allais pouvoir remonter ça jusqu'au culte de Dionysos. Non. Mais il y a juste des gens sur qui j'ai toujours un doute, comme Sean Penn, qui est toujours là au mauvais ou au bon moment pour s'impliquer. Je me dis, ce type doit être à la CIA, non? Il y a des acteurs de niveau militaire. Bien sûr que oui. Au fait, je dis ça soi-disant avec Sean Penn. Je ne sais pas avec certitude. Je ne sais pas. Non. D'accord? Parfois, je le sais tout simplement. Je ne sais pas, non, mais je sais. J'y pense parce que ces gens-là, en gros, ce sont des gitans, d'accord? Ce sont des gitans. Ils peuvent donner un spectacle, se transformer et devenir autre chose. Et ils font croire à leur entourage qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. Et c'est incroyable de penser à quel point le domaine de la psychologie s'est consacré à voir si l'on pouvait influencer la psyché collective uniquement par la performance. Et oui, si tu lis le livre Chaos, les années 60, mec, ils étaient vraiment passionnés de psychologie et vraiment passionnés de performance. Et cela s'est produit partout dans le monde. Et je pense que ça dure depuis bien plus longtemps qu'on ne le croit. Holly écrit, Candace, tu devrais t'intéresser au culte où les hommes se castraient et accrochaient leurs organes sur des arbres comme rituel. C'est la même histoire. C'est l'histoire d'Addis. C'est lié à la tradition de mettre des boules rouges sur un sapin de Noël pendant le solstice d'hiver. Oh mon Dieu, je ne pourrais jamais oublier ça. Je ne pourrais jamais oublier ça. Je vois exactement de quoi tu parles, parce que c'est l'histoire d'Addis, de la forêt et de ce qui se passe après qu'il se soit castré. Je suis tellement bouleversée de ne jamais pouvoir oublier ça. Merci pour ça. Crikey écrit « C'est incroyable ce qu'on découvre quand on veut savoir si la femme du président français a demande à Tim Dillon. » C'est vrai, c'est vrai. Et comme je l'ai dit, tout ce parcours, évidemment, il y a tellement de choses qui relèvent de Dieu, qui m'ont poussé à m'intéresser à ça, à en être assez passionnée pour ne pas lâcher l'affaire alors que tous les médias sont tombés dessus. C'était comme « Non, 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 c'est fou ». Et moi, je me disais, de quoi parlez-vous? C'est une histoire vraiment solide. Et maintenant, le monde entier est branché et l'écoute. Maggie écrit, si nous ne sommes pas dans la matrice, c'est au moins un univers parallèle que nous commençons à percevoir à côté de notre réalité. J'ai mal à la tête. Ouais. Oh, c'est une matrice, mes amis, c'est une matrice. Et comme je l'ai dit, vous devriez peut-être vous procurer une vieille Bible. Essayez de comprendre où sont allées ces tribus, ce qu'elles faisaient. Non, tout le monde n'était pas sémite, vous savez, issu de Sem. C'est très important. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils nous ont endoctrinés davantage dans leur culte. Quand vous apprenez à l'école, c'est la science, c'est le transgenrisme. Ils ont transformé tout en science. Ils ont compris que c'était la faille. Dites aux gens qu'ils sont trop intelligents pour croire en Dieu pendant qu'eux croient en leur Dieu et ils vont vous endoctriner pour que vous fassiez des choses afin d'adorer leur Dieu, comme l'avortement, le sacrifice qui est bien sûr offert à leur Dieu. Et vous pouvez retracer cela à travers les époques jusqu'à une tribu spécifique. Vous savez, le meurtre d'enfants, vous les reconnaîtrez toujours à leurs fruits, n'est-ce pas? Et cette histoire de transgenrisme, je te disais, la Kabbale, ils croient à cela, que la Kabbale, qui est enracinée en Turquie, n'est-ce pas?
La Kabbale, cette combinaison du masculin, c'est comme, oh là là, pour eux, c'est le summum, c'est la sibylle, c'est l'hermaphrodite sibylle, ou agnistus, peu importe le nom que tu veux utiliser, que tu lises des histoires romaines, grecques, turques ou égyptiennes. Tu sais, les histoires se répètent encore et encore. Et ça te donne mal à la tête, mais ça t'apporte aussi de la clarté parce que si tu n'es pas dans les cultes, alors tu dois te battre contre les cultes. Et tu sais quelle est la meilleure façon de les combattre? L'auteur des mensonges avec la vérité. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Rebecca écrit, Candice, tu devrais t'intéresser à la catastrophe du Titanic. Tu sais que je connais déjà l'histoire de la réserve fédérale et du Titanic. En gros, pour revenir à cette secte des Gitans, les Gitans, comme nous l'apprenons dans mon club de lecture, ont fondé Hollywood. Donc, l'ultime ruse, c'est que les forains ont créé Hollywood et ont tout mis sur écran, ce qui leur permet de raconter leur histoire et de nous submerger d'émotions. C'est aussi une façon de nous posséder par le mensonge. Oui, l'histoire du Titanic ne portait pas vraiment sur une femme qui jetait. C'était quoi déjà? Qu'est-ce qu'elle jetait dans l'océan? Une émeraude dans l'océan est tombée amoureuse de Léonard de Vinci. Qu'est-ce que c'est? Saphir. Oui, c'était un saphir. Tu as tout à fait raison. Et elle dit, mon cœur survivra. Et elle fait comme ça. Oui, ce n'était pas ça. Ce n'est pas réel, les gars. Je suis désolée de vous le dire. Et quand vous serez prêts, je sais que ça peut sembler un peu tôt maintenant parce qu'on a beaucoup à digérer. Quand tu seras prêt à discuter de l'alunissage que Brigitte a vécu avec les Américains, tu me le dis. Et si tu es prêt pour ça, il y a déjà un épisode précédent à ce sujet et sur ce que cela avait à voir, crois-le ou non, avec la magie sexuelle, les sectes, les gens, la propulsion à réaction. Le laboratoire, le précurseur du programme Apollo, il pratiquait des rituels sexuels. Quand tu seras prêt pour ça, le culte de Dionysos fait partie de l'histoire de la NASA, donc ça semble plutôt approprié. Peut-être qu'une piste intéressante que l'on pourrait explorer, c'est de comprendre pourquoi Brigitte était ici lorsqu'elle a vécu l'alunissage. Et d'ailleurs, comment exactement a-t-elle vécu cela? J'ai tellement de questions. J'ai hâte de faire témoigner cette femme mythologique sous serment. Très bien, les amis, on se retrouve au club de lecture. Et sinon, à demain tout le monde.